Je vais appeler les participants à me rejoindre. Donc, est-ce que Lionel Suchet est là? Voilà, Nicolas. Tu vas bien? Franck, je pense que Franck, tu vas venir dès le début, il me semble. Ah, c'est pas bien clair. Qui est censé venir au début, qui nous rejoint après? Si, il est là, Franck, mais alors. Parce que, en principe, les participants, je crois que Nicolas, tu nous rejoins dans un deuxième temps. Normalement, j'ai Thomas Courbe, Lionel Suchet, Franck Huiban, Florence Dufrane et Delphine Knab. Alors maintenant, c'est que. Il n'y a pas assez de chaises. Bon, on va s'organiser. On va rester là, on va s'organiser. Ok, bah écoutez, je vais vous demander un petit peu d'attention. Donc on va démarrer cette séquence feuille de route de décarbonation de la filière spatiale française. Donc j'accueille aujourd'hui Thomas Courbe, qui est directeur général des entreprises, Lionel Suchet, qui est directeur général adjoint au CNES, Franck Huiban, qui est secrétaire général d'Ariane Group, qui va nous rejoindre tout à l'heure sur scène, Florence Dufrane, qui est VP Space System Strategy chez Airbus Defence and Space, Delphine Knab, qui est VP Stratégie Innovation chez Thales Alenia Space, et puis Nicolas Gaume, qui est patron de Space Cargo. Voilà. Donc je vais tout de suite, je vous remercie pour votre présence. Je vais tout de suite passer la parole à Thomas Courbe pour quelques mots d'introduction sur justement la démarche de décarbonation. Merci beaucoup Hervé, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'être avec vous pour l'aboutissement de ce travail que nous avons mené avec toute la filière, avec le CNES bien sûr qui a joué un rôle très, très particulier. On a mené ce travail dans le cadre du COSPAS et on va continuer dans le cadre du COSPAS de poursuivre la mise en œuvre de cette feuille de route. Je voudrais simplement en introduction redire que cette feuille de route, elle intervient à un moment où on a un dynamisme particulier de la filière, même si on a beaucoup de défis. On a identifié par exemple qu'on avait eu dans cette filière depuis 2010 200 créations d'entreprises, 1,5 milliard d'euros de levée de fonds, dont 720 par des acteurs qui sont soutenus dans France 2030. Et globalement, par exemple, en 2024, 3,5 milliards d'euros de soutien global à la filière spatiale. Donc on est dans un moment d'engagement très fort de l'État dans cette filière. Alors, sur la partie décarbonation, ce qu'on constate d'abord, c'est que les émissions de la filière spatiale sont relativement limitées par rapport à son importance économique. On est à 1,8 million de tonnes de carbone, soit 0,3% des émissions. On a dans cette stratégie, dans cette feuille de route que vous allez découvrir, des scénarios de décarbonation, des leviers pour arriver à cette décarbonation qui sont clairement identifiés, qui s'attachent à l'ensemble des secteurs, des domaines, donc énergie, transport, matériaux, secteur aval, haute atmosphère, etc. Je ne vais pas détailler les leviers, vous les verrez dans la feuille de route, mais ce qu'on constate, c'est que les leviers qu'on veut actionner en priorité, c'est ceux qui sont les plus mûrs, qui ont le plus gros effet à court terme, qui sont ceux de la mutualisation des moyens. Ils sont mûrs technologiquement. C'est ceux qui donnent les gains donc, les plus importants à court terme et pour lesquels il y a des solutions industrielles qui existent déjà. Et d'ailleurs, certaines de ces solutions ont été développées dans le cadre de France 2030. Donc, on a des offres immédiatement disponibles et c'est sur ces leviers qu'on veut concentrer nos efforts initialement. Je voudrais à nouveau remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis d'élaborer cette feuille de route. On a quelques sujets à venir, par exemple l'impact sur la haute atmosphère, qui est un sujet qu'on veut creuser dans les prochaines semaines. Et évidemment, dans le contexte actuel, on veut maintenir le lien entre ces efforts de décarbonation et les enjeux de compétitivité. Et on voit notamment dans les leviers que j'ai évoqués de mise en commun de moyens qu'il peut y avoir coïncidence entre de la décarbonation et une amélioration de la compétitivité. C'est bien ça qu'on veut faire, en même temps, dans certains cas, qu'une amélioration de la résilience de la filière. Donc ces trois objectifs peuvent être largement associés, décarbonation, compétitivité et résilience.
Donc on va poursuivre le travail dans le cadre du COFAS et je remercie à nouveau et en particulier le CNES pour son implication sur le sujet. Voilà, donc ce qui permet d'enchaîner directement avec Lionel Suchet sur justement la méthodologie et les conclusions de ces travaux pour le CNES. Merci Hervé, merci Thomas pour tes remerciements. Effectivement, nous, quand on a été mandaté par le ministère des Finances et de l'Industrie à l'époque pour conduire une réflexion sur la décarbonation de la filière spatiale, alors on travaillait évidemment sur le sujet depuis un moment, mais travailler sur la décarbonation de la filière spatiale, c'était encore une autre dimension. Comment on s'y prend, comment on s'y fait, quelle est la méthodologie qu'on va utiliser. Et comme tu l'as dit, le premier step, ça a été de faire une étude technique pour comprendre quels étaient les gros sujets d'émissions carbone sur la filière, en prenant en compte tous les systèmes, évidemment, les lanceurs, on y pense rapidement, mais évidemment toute la construction des satellites. Il n'y a pas que les satellites, il y a les segments sol aussi, tout le sujet des données, du stockage des données, etc. Donc on a pris le sujet dans son ensemble, on a travaillé pendant plus de 18 mois sur ce sujet pour essayer de comprendre quels étaient les leviers, comme tu as dit, les leviers d'action, mais au départ, quels étaient les endroits, les domaines d'émissions prioritaires qui coûter le plus en termes de carbonation de la filière pour savoir quels sont les leviers de décarbonation. Donc c'est vraiment cette analyse qui a duré pendant presque une année. Hein, et cette analyse, évidemment, on ne l'a pas fait nous tout seuls au CNES, on l'a fait en étroite collaboration, comme tu l'as dit aussi, avec le COSPAS et donc avec les industriels du domaine pour comprendre et partager quelle était la situation et comment la traiter au mieux. Deux objectifs. Après, dans l'élaboration de la feuille de route, pas de promesses qu'on ne saurait pas tenir. C'est assez facile d'écrire un document en disant on va faire plein de trucs, vous allez voir, on va tout décarboner très rapidement, etc. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de pragmatique, de réaliste, qu'on puisse tenir derrière et qu'on puisse contrôler et partager entre le CNES et la filière. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que, comme je l'ai dit, c'est assez facile de faire des promesses, mais notre objectif n'est pas là. Notre objectif, c'est bien de décarboner au maximum la filière. Donc, pas de promesses. Et puis, un plus aussi, comme tu l'as dit, pas simplement des contraintes pour notre écosystème, mais un plus sur la compétitivité. Donc, travailler à la fois pour décarboner et donner un plus à notre industrie vis-à-vis de cette décarbonation en termes de compétitivité, en termes d'image et de compétitivité par rapport à ceux qui ne feraient pas cet effort au niveau mondial. Donc c'est ces valeurs-là qui nous ont permis d'avancer sur ce travail très intéressant qui a été mené donc, pendant 18 mois en collaboration avec le COSPAS, les industriels, et qui nous permet aujourd'hui de sortir cette feuille de route de décarbonation. Alors on ne peut pas non plus dire on décarbone, on aide à décarboner la filière et puis on travaille avec l'industrie, on va donner des orientations à l'industrie sans penser et sans traiter d'abord nos activités du CNES. Et c'est ce qu'on a fait aussi en parallèle. On se veut aussi exemplaire sur ce sujet-là. Donc je voudrais juste terminer par là. Nous, on a un gros effort à faire sur le verdissement de la base spatiale à Kourou qu'on a démarré pour faire des ergols verts, que ce soit l'hydrogène ou le méthane pour les lanceurs d'aujourd'hui ou de demain. Et donc ça, c'est un travail qui a déjà commencé et qui est plein de promesses. On a aussi lancé avec l'ESA et on réalise le premier bilan carbone d'un port spatial qui est aujourd'hui le port spatial de Kourou. Donc ça, c'est parti. On va faire le bilan carbone du port spatial et voir comment ça évolue dans le temps en fonction des actions qui ont été lancées. Et ça, c'est en coopération avec l'ESA. Et puis, on va lancer 2 études. Et ça, bon, je l'annonce aujourd'hui. On utilise le Bourget pour pouvoir l'annoncer, pour déterminer les spécifications, les guidelines, les orientations qui pourraient être prises pour définir des systèmes spatiaux. Je parle de système spatial et pas de satellite, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas que le bord, il y a aussi le sol, pour le rendre le plus décarboné possible. On va lancer 2 études avec Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space pour réfléchir à ça, qui seront un peu la base pour faire des specs, des spécifications d'une phase 0 qu'on va lancer par la suite sur la base d'un appel, un appel à idées et donc une compétition ouverte pour qu'un industriel, 2 industriels
puisse développer un démonstrateur de satellite très bas carbone. Et ça, c'est quelque chose qui va être lancé dans les semaines qui viennent. Et donc, je l'annonce aujourd'hui. Et puis, Thomas, tu l'as dit, on a aussi un enjeu sur la très haute atmosphère. C'est quelque chose qu'on connaît mal au niveau des lancements. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la haute atmosphère sur les suies, au niveau des rentrées aussi, quand les satellites brûlent dans l'atmosphère, quel est l'impact? On n'est pas sûr qu'il y ait un impact important. Certains nous disent oui, certains nous disent non. Ça se passe par une démarche scientifique. Il faut comprendre le phénomène avant de prendre des mesures les plus adaptées possibles. Et ça, on a lancé des thèses. On a déjà une thèse qui est en cours pour traiter ce sujet-là. Et on va continuer à mieux comprendre le phénomène, à le comprendre rapidement pour pouvoir prendre les mesures nécessaires si besoin. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces actions. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les équipes du CNES, du GIFAS, les industriels qui ont travaillé sur ce sujet depuis 18 mois pour arriver à ce résultat. Ce n'est pas simple quand on se donne les objectifs tels que je vous les ai décrits. Et on y est arrivé, on sort cette feuille de route aujourd'hui. Et merci, un grand merci aux équipes et bravo pour le travail effectué. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous les deux. Donc vous voyez, tout ce travail est vraiment a fait l'objet d'un dialogue et un travail très coopératif en fait entre, je dirais, le ministère des Finances, le CNES et l'industrie. Alors je vous propose maintenant qu'on regarde justement comment la filière aborde la mise en œuvre de cette feuille de route de décarbonation avec deux angles de vue. D'abord celui du New Space, puisque en fait tu es là plutôt en tant que vice-président de l'Alliance New Space, Nicolas. Donc peut-être nous dire quelques mots sur la façon dont l'Alliance New Space aborde les choses, et puis je compléterai moi de mon côté sur la partie GIFAS. Merci beaucoup Hervé. Oui, donc le sujet environnemental est un sujet qui nous mobilise tous. Au sein du COSPAS, nous avons avec les industriels, avec le GIFAS, et à titre personnel, nous avons une relation extrêmement forte avec Thales Alenia Space. Donc nous pensons c'est une cause nationale et une cause mondiale, et que c'est très important que les grands groupes et les grands primes, autant que les startups, contribuent. Donc l'Alliance New Space, c'est 10% de la filière, c'est 2500 emplois. C'est un nombre d'entreprises qui sont, je dirais, nées récemment, donc qui approchent les sujets avec de nouveaux modèles, de nouvelles méthodes, et qui réfléchissent à une façon de travailler qui est peut-être plus en phase avec les enjeux de notre époque et ceux qui ont été très bien rappelés par Hervé, Thomas et Lionel. Aujourd'hui, nous avons des innovations relativement nouvelles et environnementales. Je pense que je vais donner quelques exemples rapides dans quelques startups pour donner un peu de perspective. Une société qui s'appelle Space Dreams, par exemple, qui développe des pas de tir mutualisés qui sont facilement développables et qui permettent de construire avec une empreinte carbone réduite. On a des entreprises comme Greener Wave qui travaillent sur des antennes satellites avec beaucoup moins de semi-conducteurs et une énergie réduite. Mécanoïdé qui travaille sur de nouvelles façons de fabriquer des pièces mécaniques avec des nouveaux matériaux comme la fibre de bambou. Donc tous ces petits exemples de start-up qui amènent des innovations très spécifiques, qui agrégées les unes aux autres, permettent de tenir ces objectifs. Le spatial est un sujet clé, on le sait tous, de l'environnement. Il ne faut jamais oublier que sans la conquête spatiale, pas de panneaux solaires, pas de semi-conducteurs, pas de système de filtrage qui aujourd'hui sont la base de beaucoup d'actions spatiales. Donc l'Alliance New Space, aux côtés du GIFAS, aux côtés des grands industriels, continuera à porter cette réflexion d'innovation, d'agilité pour décarboner. Je terminerai en disant qu'il y a une chose très importante qu'a dit Lionel qui nous touche. C'est un élément de différenciation. On est dans une compétition internationale. Nous sommes je vais citer Lionel, la Team France. Et on veut être capable, en harmonie avec les grands industriels que sont Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, amener tout ce terreau de start-up pour faire la différence et faire gagner la France, faire gagner l'Europe face au reste du monde. Merci. Les chaises musicales. Merci Nicolas. Alors peut-être quelques mots également sur la façon dont le GIFAS veut s'impliquer dans l'implémentation de cette feuille de route. Donc je rappelle que cette feuille de route, c'était 18 mois de travail commun
qui a fait appel à beaucoup d'expertise, de l'expertise au CNES, mais aussi de l'expertise côté industriel. D'ailleurs, un certain nombre je dirais, des participants à ces groupes de travail est aujourd'hui dans la salle. Et je voudrais dire que, vu du GIFAS, alors le GIFAS, je rappelle, c'est évidemment le spatial, mais c'est aussi l'aéronautique. Et je dirais que, justement, dans le domaine de l'aéronautique, de façon très proactive, le GIFAS s'est engagé sur cette voie de la décarbonation, puisque, comme vous le savez, en fait, il y a eu un engagement qui a été pris, qui était d'être carbone neutral, donc neutralité carbone pour l'aviation civile pour l'échéance 2050. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que 50% de la décarbonation de l'aérien mondial repose sur cette filière. Et l'industrie française et européenne est d'ailleurs, en fait, à ce jour, la seule à avoir pris des engagements proactivement sur ces enjeux environnementaux par rapport à ses concurrents internationaux. Donc je pense que la France et l'Europe est absolument exemplaire sur ce domaine. Et effectivement, avec l'enjeu de combiner à la fois, je dirais, des objectifs très ambitieux de décarbonation et la compétitivité. C'est vraiment c'est l'ADN de la façon dont l'Europe et la France veulent prendre ces sujets. Donc de la même manière que on a abordé de façon très proactive le sujet de la décarbonation dans le domaine de l'aéronautique, il est clair qu'on veut faire la même chose sur le spatial. Et vous avez l'engagement des industriels du GIFAS pour aller dans cette direction. Ce qui est clair, c'est qu'on l'a vu, hein, ce sujet de la décarbonation touche un très grand nombre de sujets. Ça touche nos technologies, ça touche l'équipement industriel, mais ça touche aussi un certain nombre de sujets qui sont complètement transverses et qui dépassent le spatial, que ce soit l'énergie verte ou la filière pour les matériaux recyclés. Donc on y va de façon très proactive. Il est assez clair également que pour réellement pouvoir mettre en œuvre, je dirais, cette feuille de route, il va falloir des investissements importants. Et c'est là que je me tourne vers mes deux voisins de droite. Hein, donc on a besoin évidemment de soutien et d'investissement. Et donc on remercie le CNES pour ses premières annonces d'accompagnement des acteurs industriels dans cette démarche d'éco-conception pour lequel il va falloir qu'on continue à travailler main dans la main comme on l'a toujours fait. Voilà, je vous remercie beaucoup. Maintenant, on va passer la parole aux industriels. Donc, quel est le rôle des industriels ou comment les industriels maintenant s'intègrent dans la mise en œuvre de cette feuille de décarbonation. Donc, je vais inviter Delphine et Florence à nous rejoindre. On va faire un petit peu, voilà, on va leur laisser la place. Et je vais vous passer la parole ainsi qu'à Franck Liban, qui est secrétaire général d'Ariane Group. Alors, si tu le permets, Franck, on va laisser la parole d'abord à mesdames. On commence peut-être par Florence Dufrane, qui est VP Space System Strategy chez Airbus Defence and Space. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, moi je voudrais remercier le COSPACE pour avoir déclenché et soutenu cette initiative. C'est une initiative importante. Elle débouche sur cette feuille de route qui est publiée maintenant avec 12 leviers que vous allez connaître et dans lesquels nous nous reconnaissons et nous nous sentons pleinement investis chez Airbus. Alors, on ne part pas de zéro. Nous avons bien sûr déjà un historique en termes notamment d'analyse de cycle de vie que nous réalisons sur des missions institutionnelles, mais aussi sélectivement sur certaines technologies, les batteries, les panneaux solaires, par exemple. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, 3 domaines d'action principaux. Tout d'abord, continuer à soutenir avec des études l'analyse de l'impact, et notamment des facteurs d'émission des technologies que nous mettons en œuvre, rechercher des solutions alternatives, des matériaux biosourcés, travailler sur un guide d'éco-pilotage. Je souligne au passage que beaucoup de ces actions sont d'ailleurs collectives. On ne les fait pas seuls, on les fait avec le CNES, avec d'autres industriels, avec TAS parfois. Donc c'est vraiment un effort de la filière qui travaille sur ces sujets-là. Deuxièmement, travailler sur les indicateurs et sur les normes et les standards qui sont en train d'exister pour définir effectivement ce que c'est qu'une industrie carbonée.
ou décarbonés au niveau français, mais aussi au niveau international. Donc il y a effectivement des travaux, des standards sur lesquels il faut intervenir pour être le plus juste possible en comparaison de l'ensemble des industriels et de la filière. Et troisièmement, une action au niveau de nos sites, tout simplement, notre activité industrielle. Chez nous, on l'appelle I5, qui vise non seulement sur les émissions carbone, mais aussi sur l'usage de l'eau, sur le déchet, sur la circularité, à viser un objectif de 59% de réduction de nos émissions carbone entre 2015 et 2030. Voilà. Donc, ça, ce sont, je dirais, les actions concrètes qu'on mène aujourd'hui. Je reprendrai la parole après sur... Merci beaucoup, Florent. Je vais passer la parole à Delphine Knab pour les actions de Thales Alenia Space dans ce domaine. Merci Hervé. Peut-être avant de revenir sur notre stratégie, bonjour à tous et à toutes. Nous voulions, au sein de Thales Alenia Space, déjà partager avec vous le fait que nous nous réjouissons de cette initiative qui nous rassemble aujourd'hui, parce qu'elle s'inscrit totalement dans notre stratégie de développement durable. Et nous sommes honorés d'avoir pu copiloter cette action avec conviction, engagement et lucidité aussi sur les challenges qui nous attendent. Nous avons travaillé de manière très collaborative avec les différents partenaires et merci pour cette travail constructif mené tous ensemble. Je me tourne vers Florence et vers Franck, qui a mené à l'élaboration d'un document qui balise bien le cap d'un espace durable. Merci également à ceux qui étaient sur scène avant nous, à la Direction Générale des Entreprises et au CNES pour l'ambition donnée à cette feuille. Hervé, tu l'as déjà dit, mais le soutien public sera incontournable pour qu'elle aboutisse au succès visé. Si on revient sur la stratégie en fait, de Thales Alenia Space, elle est basée sur 3 piliers. Le premier de ces piliers, c'est engager l'ensemble de notre écosystème vers un espace durable et s'assurer qu'en fait, à chaque étape du développement de nos solutions, l'ensemble de nos solutions, le critère de durabilité devienne l'un des critères clés de poursuite et de prise de décision lors de ces développements. Le deuxième pilier est autour de la réduction de notre empreinte environnementale, depuis la chaîne d'activité, la chaîne d'approvisionnement de nos produits, depuis nos propres activités sur nos sites, jusqu'au cycle de vie de nos produits, en engageant une démarche de circularité, y compris en orbite. Et on peut citer comme exemple le développement des véhicules de service en orbite qui rentrent totalement dans cette démarche de circularité. Et enfin, il nous semble très important de souligner le fait qu'il faut continuer à considérer le spatial comme un levier pour apporter les réponses aux challenges de notre planète, comme nous le faisons déjà avec les programmes Copernicus ou Météosat. Je vais éviter peut-être de revenir dans des exemples très concrets. Merci beaucoup Florence d'avoir cité les cycles de vie, les choses sur les matériaux. N'hésitez surtout pas à venir nous voir sur le stand de Thales Alenia Space, avec grand plaisir de venir détailler ça avec vous sur les différentes questions que vous pourriez avoir. Mais pour respecter le temps qui nous reste, je pense que je conclurai juste pour dire que nous sommes d'ores et déjà organisés pour poursuivre ces activités et que l'industrie peut compter sur Thales Alenia Space pour créer pérennement un espace durable. Merci pour votre attention. Merci Delphine. Je vais maintenant passer la parole à Franck Liban pour effectivement évoquer maintenant ce que va être l'action d'Ariane Group dans ce domaine. Dans les différents propos qui ont été tenus, on a vu que le sujet de la haute altitude était potentiellement un sujet aussi clé à investiguer, qu'on connaît mal. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais voilà, quelle est l'action d'Ariane Group dans ce domaine de la décarbonation et vis-à-vis de cette feuille de route? Merci beaucoup Hervé, merci à tous. Ce qui fonde la force de la démarche que nous présentons aujourd'hui, c'est, je pense, qu'elle repose sur l'engagement spontané et sincère de tous les industriels. On n'est pas du tout dans une démarche de contrainte et de contrôle, on est dans une démarche d'engagement et de coopération au service d'objectifs qui même dépassent le spatial, puisque la durabilité par l'espace, c'est celle de toute l'activité économique. Vous savez peut-être que Ariane 5 et Ariane 6 sont les premiers lanceurs au monde à avoir fait l'objet d'une analyse complète du cycle de vie et d'un effort volontaire de réduction de l'empreinte carbone. Sur le développement d'Ariane 6, nous l'avons pris en compte dès le départ. Vous avez peut-être en tête les images de Canopée, le voilier qui transporte les étages d'Ariane 6 entre l'Europe continentale et Kourou. Ariane Group s'est aussi engagé dès le début du programme sur ses propres émissions, celles liées à l'énergie,
Aujourd'hui, nous avons déployé des panneaux solaires sur l'ensemble de nos sites en France et en Allemagne. Et 20% de l'électricité que nous consommons est produite par nous-mêmes sur nos installations photovoltaïques. Et ce n'est bien sûr qu'une première étape dans cette démarche de réduction de l'empreinte. Alors pour aller plus loin, nous avons des tas de pistes à explorer en commun. Je pense que le premier point, c'est que la durabilité, ça concerne toute la chaîne d'approvisionnement, que cette démarche qui est aujourd'hui présentée par la France, je l'espère, inspirera d'autres démarches en Europe, pour que nous puissions très vite avoir un cadre commun de travail, non seulement en France, mais avec l'ensemble de nos partenaires sur le programme Ariane et d'autres programmes de l'Agence spatiale européenne. Certains sujets font l'objet d'études et avec beaucoup de modestie, il faut que nous nous y attaquions. C'est le cas notamment des carburants que nous utilisons dans les fusées, des ergols, le développement d'hydrogène vert, de biométhane, et puis, comme Hervé le disait, ces études auxquelles nous participons activement sur les impacts dans la haute atmosphère et puis le cycle complet des opérations spatiales. Donc nous avons du pain sur la planche, nous avons pris un bon départ et pour le dire honnêtement, bien avant que cette feuille de route ne soit formalisée et cette énergie d'être ensemble nous permettra d'aller vraiment chercher des réductions d'impact encore plus grandes. Merci beaucoup Franck. Bon, j'espère que cette petite demi-heure sur la décarbonation vous a permis d'abord de bien comprendre un message fort qui était que l'ensemble des acteurs, que ce soit l'agence, l'État et l'industrie sont très engagés dans cette démarche. Je pense que notre objectif, c'est que la France et l'Europe soient, comme ça a été le cas, ou comme c'est le cas aujourd'hui dans le domaine de l'aéronautique, je dirais les leaders dans cette démarche de décarbonation. Ça demande un effort collectif, concerté. Et en tout cas, voilà, vous avez tout l'engagement de la filière pour y arriver. Je vous remercie toutes et tous pour avoir suivi cette intervention. Merci beaucoup.